Salut tout le monde, c'est l'été et comme chaque année, on prend quelques jours de vacances. Mais pas question de vous abandonner. Jusqu'au 21 août, on vous a préparé un best-of de nos meilleurs épisodes. Chaque vendredi, vous allez pouvoir écouter l'un de nos épisodes préférés, ceux que vous avez le plus aimés depuis la création du podcast il y a 3 ans, ou ceux qu'on trouve les plus utiles pour progresser en français. Et puis vous le savez, un bon épisode, ça s'écoute souvent 2 fois. On comprend plus de choses, on remarque de nouvelles expressions et on progresse encore. Pendant ce temps, nous, on va recharger les batteries, comme on dit, et préparer plein de nouvelles idées pour la rentrée. Mais si tu souhaites continuer à pratiquer ton français avec nous tout l'été, rejoins-nous sur Patreon. Là-bas, on continue à partager du contenu exclusif chaque semaine. Très bel été à toi et bonne écoute. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode 43. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que Nathan, tu vas bien. Comment ça va aujourd'hui ? Je vais très bien. Je viens juste, tu vois, de finir de lire le journal français que j'ai acheté ce matin. Et les journalistes français sont très en colère. Tu sais pourquoi ? Je crois que je sais pourquoi. Est-ce que ça a un rapport avec un match de foot qui a eu lieu hier ? Ouais. Aïe. Voilà, la France qui joue mal, c'est le début, enfin c'est pas le début, hein, l'Euro, la Coupe d'Europe, le championnat d'Europe de foot a commencé il y a 2 semaines environ, et la France vient de faire match nul, et les Français étaient très nuls. Voilà, on dit match nul quand il y a égalité, 1-1 contre la Pologne, et c'est vrai que le match était vraiment mauvais. Ouais. Voilà. Donc je suis un peu en colère aussi. T'es en colère et puis les journalistes critiquent notre équipe et notre entraîneur, je crois. Voilà. C'est pas nouveau. Ok. Sinon tout va bien. J'ai enfin rencontré mon neveu qui est né il y a maintenant 2 mois. Voilà, il est en pleine forme et donc je suis oncle. Exactement. Voilà. Ouais. Donc le neveu qui est le fils de ton frère. Voilà, qui s'appelle Côme. Côme comme le lac de Côme en Italie. Et la prononciation pas simple d'ailleurs entre Côme et comme, si je veux dire comme Côme, c'est un peu, c'est pas évident. On va dire que comme le like, c'est plus ouvert, la bouche est plus ouverte, et Côme, le prénom, la bouche est plus fermée, plus ronde. C'est parce que c'est un O avec un accent circonflexe. Tout à fait. Donc Côme, comme c'est ça. Et toi, comment ça va ? Bah écoute, moi aussi ça va très bien. Je ne vais pas parler de météo, mais l'été est là, donc évidemment je suis très contente. Vous le savez, c'est ma saison préférée. Et en plus, j'ai réussi l'examen du code. Tu ne l'avais pas encore dit dans le podcast ? Non, j'avais dit que je le passais. Mais j'avais pas dit que je l'avais réussi. T'as fait combien de fautes ? J'ai fait le maximum de fautes possibles. Donc 5 ? Ouais, c'est ça. 5. Donc voilà. Mais bon, c'est passé sur le fil. Bravo. Mais je l'ai obtenu et je suis très contente. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, c'est le début d'une nouvelle aventure et donc des heures de conduite et de pratique qui vont arriver très bientôt. Combien de temps ça dure de prendre les leçons ? Moi, dans mon souvenir, je crois que j'avais dû faire 6 mois d'heures de conduite, une 30aine d'heures. Ouais, ça dépend en fait. Si tu fais ces 30 heures, tu peux les faire en 6 mois comme tu peux les faire en 2 mois. Ça dépend combien d'heures tu prends par semaine. Donc, on verra. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce projet. C'est notamment une partie de ton programme de l'été. Exactement. On passe au sujet du jour, alors peut-être, qui va intéresser tout le monde, j'en suis persuadé. Ouais, un sujet qui est né de beaucoup de questions qu'on a reçues. Aujourd'hui, on va parler du français parlé. On va révéler un peu les secrets du français parlé, comment le comprendre et comment le pratiquer. Comment on a construit cet épisode, comment on a pensé cet épisode. Est-ce que tu peux expliquer un peu ? En fait, on va aujourd'hui analyser un peu notre langue, notre manière de parler à l'oral. Donc, on a pris un peu, on va prendre pendant cet épisode du recul, prendre de la hauteur sur notre français, notre langue, comment on parle aujourd'hui, nous les Français en 2024. Alors déjà, je pense que c'est aussi le but de notre podcast. Si on nous écoute depuis le début, si on est bien attentif,
notamment grâce aux transcriptions détaillées, eh ben on peut comme ça essayer de comprendre et de dégager, d'extraire, de récupérer des petits mots par-ci, par-là qu'on dit voilà, à l'oral, hein, qui sont différents entre l'écrit et l'oral. Je suis sûr que plein de gens qui nous écoutent l'ont déjà fait et l'ont déjà remarqué. Mais voilà, l'idée de cet épisode et du podcast en général, c'est de montrer ce français parlé. Là, pendant une demi-heure, on va essayer de résumer un peu. De résumer tout ce qui nous semble essentiel, les principes un peu de base du français parlé, tout ce que nous, personnellement, on a noté, mais qu'on remarque à l'échelle nationale, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez mieux comprendre quand les Français parlent, mais aussi pour que vous puissiez parler de manière plus naturelle et plus réelle. C'est ça, c'est déjà pour mieux comprendre par exemple une série ou des Français qui discutent, mais c'est aussi pour que vous puissiez mettre en place aussi quand vous discutez en français, voilà, des petits conseils, des petites astuces. On va vous dire un peu tout ça. Donc on va parler de prononciation, forcément, hein, c'est lié. Évidemment. De grammaire un peu aussi. Et de vocabulaire, ouais. Donc voilà, d'argot, des expressions familières. On va dire que tout se joue là, dans les éléments que je viens de citer. Tout ça, c'est la clé. Après, faut le dire un truc, c'est que c'est subjectif, hein. En fait, nous, là, on va parler de choses qu'on juge absolument indispensables. C'est-à-dire que, voilà, 95% des Français parlent comme ça, hein. C'est vraiment ça. On va essayer de généraliser. Et c'est notre avis, c'est subjectif. Évidemment, en 30 minutes, on n'a pas le temps de faire le tour de tout le français parlé. Donc, on va peut-être commencer parce qu'on sait à chaque fois, Violaine, c'est un peu notre petit défaut, on va dire, c'est qu'on parle beaucoup et que le temps passe vite. Exactement. Et si on ne commence pas maintenant, ça peut durer... Des heures, ouais. Surtout sur ce thème. Donc on commence maintenant. Je te propose que chacun notre tour, l'un après l'autre, on se donne un peu nos conseils. Okay. Juste pour préciser, on va mélanger un petit peu tous nos conseils, tout ce qu'on a observé. Ça va du B1 un peu basique jusqu'à un niveau plus avancé. Voilà, c'est tout ce qu'on vous propose, tout ça, c'est un pêle-mêle, un échantillon de tout ce qu'on a vu, remarqué et de tout ce qui existe en 2024. C'est ça. Alors, on a pris des notes, on a noté quelques éléments. Est-ce que tu veux commencer ? Tiens, je te laisse l'honneur. Merci. Je vais commencer par quelque chose qui est hyper fréquent, que je sais que beaucoup d'étudiants savent, mais qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ne mettent pas en pratique malheureusement. C'est quoi ? C'est à quel point en français parlé, on ne dit pas « nous ». Ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Je pense qu'à l'écrit, à l'oral, pardon, on le dit jamais. Quasi jamais. Nous, on va dire « on ». Tout le temps. On pour parler en fait de la société en général, mais même de nous deux, par exemple. Même de 2 personnes. Voilà, de 2 personnes, de 3 personnes. Si on s'inclut dedans, on va dire tout le temps on. Mais c'est vraiment tout le temps. Ça concerne tous les milieux, toutes les professions. Le président de la République dit on à l'oral, hein. À l'exception peut-être, quand on veut faire un discours même oral, plus formel, très formel, on va dire nous, mais c'est 1%. Hein. 99% du temps, c'est on. Ça c'est évident. C'est bien de le rappeler parce que je pense que tout le monde est au courant, mais moi j'entends mes étudiants encore, à mon goût, trop utiliser nous. C'est ça. Et comme tu dis, ça donne un côté un petit peu formel qui n'a pas forcément sa place en français parlé. Donc même si vous le savez, n'oubliez pas de le mettre en pratique. Voilà Dans le podcast, nous, je pense que les gens l'ont remarqué, notamment ceux qui ont téléchargé la transcription qui est gratuite sur notre site. On l'utilise tout le temps. Tout le temps. Voilà. Très bien. Alors à mon tour. Moi, j'ai pensé à un autre. Pareil, c'est quand on commence une phrase comme ça au pluriel et qu'on veut dire « ce sont ». Par exemple, « ce sont des gens qui font ça » au pluriel. En fait, à l'oral, très honnêtement, on dit rarement « ce sont ». Hier, je te dis ça parce que hier, j'ai regardé la télé, j'ai regardé donc un match de football et les commentateurs, qui sont des journalistes et qui veulent quand même parler d'une manière un peu plus, pas formelle, mais presque soutenue, en tout cas faire des efforts sur la langue, ils ont dit « oh, ce sont des joueurs ». Mais honnêtement, nous, à l'oral, avec nos amis, avec notre famille, les Français à l'oral, disent rarement « ce sont ». Et en fait, on va le mettre au singulier et on va dire « c'est ».
C'est des joueurs. Très souvent. C'est des joueurs qui font ça. Et pourtant, des joueurs, c'est pluriel. Et le verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel. Bien sûr. Mais la seule chose au singulier, c'est le c'est. Tout à fait. On va souvent dire c'est eux qui font ça. Exactement. Et pas ce sont eux qui font ça. Exactement. Et en fait, c'est tellement fréquent que moi, par exemple, tu vois, quand je corrige les productions écrites, donc à l'écrit du Panache Writing Club, quand je vois ce sont plus du pluriel, c'est toujours un peu bizarre pour moi. Et j'ai toujours envie de dire non, mais dis c'est plus le pluriel. On est plus habitué à c'est, même si, voilà, à l'écrit, évidemment. C'est plus correct de mettre ce sont. C'est du meilleur français. À l'écrit, il faut dire ce sont. Mais à l'oral, c'est. C'est mes amis qui sont profs de français. Voilà. C'est des idées que je trouve intéressantes. C'est ça. Ah ouais, très très commun, très fréquent. Donc utilisez-le. Autre Utilisez-le. conseil. On passe au suivant. Violaine, est-ce que tu en as noté un? Sinon, ouais, alors c'est un peu dans la même veine, dans la même idée d'utiliser quelque chose qui n'est pas forcément correct grammaticalement, comme ce que tu viens de dénoncer. C'est quand on raconte quelque chose qui est passé dans le passé et qu'on le raconte au présent. Est-ce que tu as eu un exemple, par exemple? J'ai un exemple. Par exemple, je raconte une histoire qui m'est arrivée lundi. Lundi dernier, ouais. Je vais dire, tu vois, lundi dernier, je suis en cours de sport et au bout de 30 minutes, j'ai une crampe. Donc j'ai une douleur à la jambe, donc je suis obligée d'arrêter le cours pour aller m'asseoir et me reposer. C'est vrai. Donc ça, c'est pour insister à l'oral, on va utiliser le présent. C'est presque, en fait, je pense, pour amener la personne avec nous à qui on raconte l'histoire, l'amener dans le récit pour qu'elle fasse partie du récit. C'est plus direct. C'est plus direct. C'est plus court. Et c'est plus court, c'est plus direct. Et aussi, je trouve que ça va avec un ton beaucoup plus convaincu et convaincant quand on raconte une histoire. Non, c'est vrai. Moi, je le fais tout le temps. Mais à l'écrit, tu dirais lundi dernier, Évidemment. je suis allé en cours ou j'étais en cours de sport. Évidemment. Mais à l'oral, moi, je raconte tout au présent. Très souvent. Pas faux. Le présent, c'est plus dynamique, c'est plus court. direct, plus dynamique, plus inclusif aussi pour la personne à qui tu racontes ton histoire. Très bien, ça c'est pas mal et ça va intéresser notamment les niveaux les plus élevés. Exactement. Peut-être. On revient sur quelque chose qui peut sembler un peu plus basique, mais qui est fondamental. Je pense que ce à quoi j'ai pensé, c'est quelque chose de crucial, d'hyper important, si vous voulez vraiment passer au-dessus, passer à l'étape supérieure pour le français parlé. Moi, je veux là m'intéresser aux questions. Quand on pose des questions, ça c'est aussi un problème parfois avec nos étudiants. Ils parlent avec l'affirmation et ils ont moins l'habitude de poser des questions. Et souvent, c'est ce qu'on apprend dans les livres et dans le français écrit notamment, on va faire des questions inversées. Par exemple, on va dire « Parles-tu français ?» On apprend comme ça. « Es-tu prêt ?» Ça, c'est comment on l'apprend. C'est du bon français, mais à l'oral, jamais. « Parles-tu français ?» Es-tu prêt ? En tout cas, c'est trop sérieux, c'est trop soutenu. Naturellement, à l'oral, je pense que tu es d'accord avec moi, Violaine, on ne va pas inverser à l'oral. On ne va pas inverser comme ça la question. On ne va pas dire donc « parles-tu français ?» On va dire tout simplement « tu parles français ?» Important d'avoir le ton qui monte à la fin. Tu parles français, exactement. « Es-tu prêt ?» Non. « Tu es prêt ?» Voilà, ça c'est déjà la base, je pense. Évidemment. Et puis... Alors parfois on dit comme ça, mais on va aussi ajouter « est-ce que ?» Ça, je pense que beaucoup de gens le savent. Est-ce que tu parles français ? Voilà, donc on passe de « parles-tu français » à « est-ce que tu parles français ?» Et puis j'ai encore mieux, avec « que ». Par exemple, la question « que fais-tu » ? Que fais-tu, c'est trop sérieux. C'est trop formel. Que fais-tu maintenant ? Que fais-tu aujourd'hui ? Eh bien, on va dire « qu'est-ce que tu fais ?» Ça c'est mieux. Ou le « que » souvent est remplacé par quoi ? Que fais-tu ? Non. Tu fais quoi ? Ouais, bien sûr. Donc, que devient quoi ? Un autre exemple, que manges-tu ? Tu manges quoi ? Tu manges quoi ? Ok. J'en ai un autre, que bois-tu ? Tu bois quoi ? Tu bois quoi ? Ouais. Ça, c'est tout le temps. Tout le temps. Et même, en fait, si vous le savez et que vous le comprenez, en fait, essayez de l'utiliser et de formuler vos questions comme ça, parce que c'est vraiment hyper naturel. C'est crucial, comme tu dis, dans le français parlé. Français parlé, c'est
C'est familier aussi, mais ça passe dans quasiment toutes les situations. Évidemment, si vous parlez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas à l'oral, vous allez peut-être éviter de lui dire « vous faites quoi ?» Encore, ça dépend. Mais si c'est un contexte professionnel où on veut mettre une distance, évidemment, on va dire « qu'est-ce que vous faites ?» ou « que faites-vous » peut-être. Mais c'est très rare. Voilà. Encore une fois, dans 95% des cas, à l'oral, on va plutôt dire « vous faites quoi ? Tu fais quoi ? Tu bois quoi ? Tu lis quoi ? Tu penses quoi ? Tu penses quoi de ça ? Voilà. Pas mal. T'es d'accord ? Très très bien de l'avoir rappelé. On continue. Alors là, je crois que je m'attaque à un gros morceau parce que je vais m'attaquer à une grande difficulté du français parlé qui est plein de nuances. Tu vas voir ce que je vais te dire. C'est la prononciation de la lettre E. Ouais, je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, je vais peut-être mettre de la nuance, mais en fait, la prononciation du E est différente en fonction de l'endroit où tu vis en France, de la région. C'est très vrai. Alors c'est vrai que nous, là, on va parler d'une majorité de personnes qui, on va le dire, hein, ne prononcent pas les E. Mais c'est vrai que je vais prendre un exemple. Les gens de Marseille, donc du sud de la France, vont prononcer le E puisqu'ils ont un accent du sud. Notamment, ils vont dire Marseille, comme ça, alors que nous, on va dire Marseille. Ouais. Tu vois. Donc c'est la un exemple. La lettre E, nous, on la coupe un peu, on la mange. Et alors, je suis d'accord avec toi. Je trouve que il y a pas mal de nuances et d'exceptions, mais il y a une règle qu'on peut retenir pour le français parlé, je trouve, c'est que le E, tu vois, quand il est au milieu des mots, surtout, et qu'il est, alors on va être un peu précis, mais entre deux consonnes. Ouais, c'est et ça. le E au milieu d'un mot, eh bien, on va pas prononcer. On va donner un exemple. T'en as peut-être un en tête. Bien sûr. Par exemple, maintenant. Ouais. Alors, à Marseille, peut-être qu'on va dire maintenant. Je vais pas faire l'accent du sud. Mais nous, on dirait maintenant. Maintenant. Moi, je dis comme ça. Ouais. La majorité des Français, je pense, le disent comme ça. Maintenant, parfaitement. On ne dit pas parfaitement, ça s'écrit comme ça, mais on va dire parfaitement. Développement. Développement. Aujourd'hui, je vais chez le médecin. Pas médecin. Pas médecin. Et en fait, à chaque fois que la lettre E est au milieu d'un mot comme ça, entre deux consonnes, médecin, c'est entre le D et le C, donc deux consonnes. Voilà, on mange le E. Et je pense que ça, de se concentrer parfois sur la prononciation de ces mots-là, il y a tellement de mots comme ça, avec le E au milieu entre deux consonnes, et déjà, on peut améliorer un petit peu son français parlé et la compréhension. Ça, c'est pas mal, je suis un peu d'accord. C'est pas mal, et surtout, c'est une des grandes difficultés. Autre chose... Juste, je veux rester sur le E parce que je pense que c'est toujours avec cette lettre E. Moi, j'ai pensé tout à l'heure en préparant, j'ai remarqué l'article le. Je trouve que c'est assez marrant de s'arrêter dessus parce que je remarque qu'en français, à l'oral, le, on le prononce seulement quand il est en début de phrase. Quand c'est le premier mot de la phrase, on va dire le en général. Par exemple, je vais faire référence à notre sujet de la semaine dernière, enfin d'il y a 15 jours. Le Parlement a été dissous en France. On va dire le Parlement. On va vraiment prononcer normalement le son E. Par contre, quand le est en deuxième place ou en troisième place ou au milieu de la phrase ou à la fin de la phrase, eh ben le, on va le couper et on va pas prononcer la lettre finale du E. Je te donne un exemple. Par exemple, sur le Parlement, on va dire la semaine dernière, le Parlement. Le Parlement. Donc on va manger le E. Et c'est pareil sur, par exemple, les pays, tiens. Ouais, le Japon est un beau pays. Je pense que le Japon, c'est un beau pays. Ouais. Un autre pays masculin, le Brésil. Je sais qu'on nous écoute pas mal aussi du Brésil. Hier, le Brésil a perdu 3-0 contre l'Argentine, je sais pas, en football, au hasard. Voilà, on ne va pas prononcer le, on va prononcer juste le L, le Brésil. C'est très vrai. Mais en début de phrase, je vais dire « Le Brésil est un très beau pays ». Exactement. Et ça, comme on dit souvent ce mot, déjà si on travaille cette prononciation, on va vraiment peut-être mieux comprendre certains mots et certaines phrases en français. Ouais, c'est fou, c'est une très grande curiosité. Pareil, je continue sur la même veine, la même idée que le E qui saute dans les pronoms personnels. La prononciation des pronoms personnels où le E saute, ça c'est peut-être un peu plus basique, mais je vais jamais dire je. On va dire ch. Comme ça, je vais donner un exemple. Par exemple, je ne vais pas dire « je pense », je vais dire « je pense ». Et là, dans ton exemple, tu as dit « je vais dire ». Ouais. Tu n'as pas dit « je vais dire » à l'oral, tu as dit « je vais dire ».
Oui, je pense, je crois, je trouve. Pour je pense, je crois, je trouve. Et déjà, si vous arrivez, ces mots, ces verbes qu'on utilise tout le temps à l'oral pour donner son opinion, si vous arrivez à bien le prononcer, votre français parlé va vraiment, vraiment aller mieux, quoi. Hein. Exactement. Ça, c'est sûr. Donc, tu as raison. Je voudrais dire tu, moi. Ouais. Parce que tu, on le dit très rarement quand après il y a un verbe aussi avec une vocale, une voyelle, on va dire alors pour tu arrives, tu aimes, non, on ne va pas dire ça, je vais dire t'arrives, t'aimes, t'as 30 ans, t'as 32 ans, pas tu as 32 ans. Ça, je sais que beaucoup de nos élèves le savent, mais je trouve qu'il y en a encore peu qui l'utilisent bien. Pareil Et quand c'est- le verbe commence par un H, Oui. pas tu habites, mais t'habites en France. Totalement, totalement. Voilà pas mal de tips. Est-ce que tu en as d'autres, Violaine, sur la prononciation avant de passer au vocabulaire? Bien sûr. Déjà, si on continue avec les pronoms, le pronom il, on va Le pronom il, donc impersonnel, non? impersonnel. Comme il y a ou il fait chaud, Mhm. ça c'est impersonnel. Ouais. On va jamais le dire comme ça, on va dire i, et parfois on va même le faire disparaître. Ah oui, en fait, oui, je vois ce que tu veux dire. À l'oral, on va pas dire il fait chaud, il fait froid. Mhm. On va dire il fait chaud, il fait froid. Et il y a, est-ce qu'on dit il y a? Non, on va dire il y a, il y a. Donc en fait, quand on parle vite, on dit i et pas il. On supprime le L. Et après, on supprime le mot, comme tu as un peu dit aussi. C'est ça. Ouais. Moi, je vais dire ça comme ça. Je vais dire oh, il fait chaud, il fait froid. Mhm. Et parfois même fait chaud ou fait froid. Ouais. Mais C'est là, vrai. c'est encore Non, mais- plus familier. Mais tu vois, tu dis pronom impersonnel, mais même quand il est personnel. Tu vois, par exemple, je vais dire ce soir, il va voir le match de foot. Ce soir, il va voir le match de foot. Même Ouais. quand il est personnel, on va supprimer le L et dire Parce i. qu'on parle vite. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Je pense à un autre, parce que ça intéresse, je pense aussi nos étudiants qui ont un niveau B1, B2 et qui commencent, en tout cas qui ont étudié le subjonctif, la formule « il faut que Mhm. ». Et là aussi, est-ce qu'on dit « il faut que » vraiment à l'oral quand on écoute bien? Non, on va dire « il faut que » et même on va supprimer le « il » et on va dire « faut que ». Ouais. Ça tout le temps. À l'oral, faut le qu'on temps. fasse ça. Faut qu'on aille à la plage cet été. Faut qu'on lise un livre. Après l'enregistrement du podcast, faut que je fasse le ménage, par exemple. Tout à fait. Donc ouais, non, c'est vrai. là, on économise beaucoup nos mots. On économise beaucoup nos mots. Toujours dans l'économie de mots, je viens d'y penser, le nœud. Mm. Suppression du nœud de la négation. Là encore, je sais qu'on le voit plutôt, nous on le voit avec nos étudiants qui ont A2, B1. A2, B1, ouais. Voilà, on commence à le voir comme ça, mais là encore dans la réalité, beaucoup d'étudiants continuent un petit peu à l'utiliser, et là aussi pour faire vraiment comme un natif, si vous voulez parler comme nous, en fait à l'oral, on le dit rarement, le nœud de la négation. Je ne vais pas dire je ne pense pas, ou je ne crois pas, ou je ne trouve pas, on va dire je pense pas même, Mm. je crois pas, je trouve pas, je mange pas, je fais pas ça. C'est ça. Voilà, on ne le dit jamais, quasiment jamais. Là encore, dans 99% des cas, des situations, en français oral. Hein. Mm. Je pense que maintenant on a fait un peu le tour de cette prononciation qui est différente à l'oral, aussi de la grammaire. Bon, évidemment, il y a d'autres cas, mais C'est je ça. pense que si on sait déjà ça, on va un petit peu progresser. On vous donne quelques conseils. Quelques clés indispensables. Et intergénérationnel, voilà, tout ça, quelque chose qui est majoritairement utilisé par la majorité des Français. Donc voilà pour T'as la raison. prononciation, la grammaire. Après, il y a autre chose qui est indispensable. Si on veut progresser vraiment en français parlé, on ne peut pas passer à côté du vocabulaire. Non. Hein. C'est voilà, nécessaire, c'est un autre axe de travail qui est hyper important. J'ai noté quelques petites choses, quelques petits trucs en vocabulaire. Pour moi, un des premiers éléments, c'est les tics de langage. Écoutez, il suffit de nous écouter, nous, pour voir à quel point on en a. Du coup, genre, donc, en fait, que toi et moi, on utilise
énormément. Que je dis trop à mon goût, j'aimerais le dire moins, mais en fait, les Français font pareil. Moi, tu sais que mon frère, Clément, qui est père maintenant, eh ben, il dit du coup, j'ai remarqué qu'il disait du coup, je crois que c'est du coup comme type de langage qu'il dit énormément, et moi, je dis au fait tout le temps, les Français parlent comme ça. Donc déjà, si on veut améliorer, il faut travailler ces tics de langage, il faut les mémoriser, et puis essayer de les utiliser aussi à l'oral. Hein. Je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà, essayez de les utiliser et de les mettre en pratique. Toi aussi, t'en dis pas mal. J'en dis pas mal, alors je me calme un petit peu dans le podcast, mais moi, j'utilise énormément genre. Qui est donc l'équivalent de like. T'es pas la seule. Tout le temps. Pas la seule. Voilà, on a consacré un épisode du podcast sur l'éthique de langage, donc évidemment, allez l'écouter comme ça sera intéressant pour vous, je pense. Le vocabulaire, donc tu as dit l'éthique des langages, moi je crois aussi que en fait à l'oral, nos mots, notre vocabulaire change, on modifie nos mots, on adore faire ça parce qu'on est un peu feignant et que en français quand on parle, on veut aller vite, on est fatigué presque de parler, on a la flemme. Et je crois qu'aussi on a tellement de choses à dire, tellement envie de parler parfois, qu'on a envie d'aller plus vite pour pouvoir tout dire en un temps minimum. Et je vais te donner mon avis, je trouve aussi que il y a des mots français qui sont très longs, trop longs, et on veut un peu les raccourcir, les couper. Donc, il y a plein de mots en français, peut-être une centaine en fait, qu'on raccourcit naturellement à l'oral. À l'écrit, on va dire un examen, ou sur un ton même à l'oral, mais sur un ton plus formel, plus soutenu, on va dire un examen. À l'oral... L'examen, un examen. L'exposition, non, on va dire une expo. Oh, je vais voir une expo cet après-midi à Paris. Après-midi, non. Après-midi, ça aussi c'est très naturel. Et peut-être qu'après l'expo, j'irai prendre un apéro. Un apéro, bien sûr. Donc un apéritif. Moi, je le dis pas mal, toi aussi, dans le podcast perso, pour personnellement. Toujours. Voilà, donc on raccourcit, on garde que la première partie du mot. Pour personnellement, mais aussi pour personnel. Personnel. En fait, c'est perso qu'on va utiliser pour personnellement et aussi personnel. Ouais, c'est personnel. C'est mon avis perso. C'est mon avis perso. J'ai pensé à un mot parce qu'en fait, j'ai eu mon père hier au téléphone et mon père est médecin, il travaille à l'hôpital. Et en fait, il me dit jamais je vais à l'hôpital cet après-midi. Non, il dit je vais à l'hosto. Donc l'hôpital là devient l'hosto. À l'oral, on dit toujours hosto. Et là, on raccourcit mais on modifie même, on ajoute un O à la fin. Exactement. Je pense aussi les fascistes. On dit les fascistes, mais à l'oral, on va dire les fachos. Ouais, on va tout le temps le dire même facho plutôt fasciste. Ouais. Est-ce que t'en as d'autres ? Si on reste dans la politique, les écolos au lieu des écologistes. Ouais. C'est vrai. Ados au lieu d'adolescents. Classique. Un peu politique encore, qui intéresse nos amis qui apprennent le français et qui s'intéressent à la France, la manifestation. Est-ce qu'on dit je vais à une manifestation ou il y a des manifestations ? À l'oral, non. Les journalistes, oui, mais à l'oral, non. Nous, on va dire la manif. Il y a des manifs en ce moment à Paris. Ou je vais à une manif. Je vais à une manif. Ouais. Voilà. Il y en a plein d'autres. Là, je pense aussi encore un peu à la politique pour dire la communication. Je sais pas, de Macron, par exemple, après les élections. La com. La com de Macron bonne ou mauvaise, voilà, ça dépend de l'avis des gens. L'opinion. C'est vrai qu'on dit beaucoup cette phrase « Oh, il ou elle fait de la com de la communication ». Mais on va dire « fait de la », on mange le E de deux, et « fait de la com ». Ça, c'est une phrase très, très entendue dans les bouches des Français. Et un petit dernier, parce que je l'aime bien, cata au lieu de catastrophe. Moi, je le dis tout le temps. C'est vrai. Par exemple, les élections européennes, c'était une cata pour Emmanuel Macron. Ouais, c'était une catastrophe. Il a perdu. Donc on a dit manif. Conf, sympa aussi pour une conférence. Oh, il y a une conf sur la guerre, ou il y a une conf sur le débarquement, tiens, en Normandie. Donc c'est une conférence. Mon amie Madeleine, qui travaille à Toulouse, elle me dit tout le temps j'ai été à une conf. Elle va me dire j'ai été à une conférence.
Donc ça aussi, travailler un peu ce qu'on appelle les abréviations, les raccourcis, parce qu'il y en a des centaines et des centaines. En plus, on en invente un peu tous les ans, j'ai l'impression. Donc, on a vu, Violaine, les abréviations, on a vu les tics de langage pour le vocabulaire. Il y a autre chose, évidemment. Ouais, inévitable, indispensable. Je crois qu'on fait référence tous les deux à la même chose, à l'argot et à toutes les expressions familières qui enrichissent notre langue française. Tout ça, c'est des choses qu'on voit surtout dans les séries, dans les vidéos YouTube. Voilà, c'est des choses qu'on voit pas toujours dans les livres, même si ça... Rarement, même si ça change un peu, je trouve. Mais en fait, c'est ça, les expressions familières, l'argot, c'est ce registre qui domine. C'est ce qui revient toujours à l'oral. Et moi, je trouve que, en tant que professeur, que les profs en général sous-estiment, même si ça change un peu, mais je trouve qu'on ne le voit pas assez. Parce qu'il y a encore cette image un petit peu peut-être de mauvais français. Oh, les expressions familières, c'est pas vulgaire, mais c'est quand même pas du très bon français. Alors que c'est du français oral et c'est du français. Donc forcément, c'est dans la langue. Et surtout, c'est le français de la vraie vie. Tu as parlé des séries, mais donc si tu vas au café tout à l'heure, au restaurant avec les Français qui parlent, qui discutent entre eux, eh ben, ils utilisent dans chaque phrase peut-être, ou toutes les 2 phrases, un mot en argot ou une expression familière. Et c'est ça. Et en fait, ne pas connaître l'argot et les expressions familières, c'est un peu comme ignorer toute une partie de la culture française et du vrai français. Donc, évidemment qu'il faut le travailler en cours et évidemment qu'il faut les connaître quand on est un étudiant de français. Par exemple, on peut donner quelques mots qu'on a notés, qui reviennent souvent, que nous, on dit souvent, en fait, dans le podcast ou dans la vraie vie. Et ça, déjà, si on apprend ces quelques mots, c'est un bon début. C'est un petit début. Mais c'est pour surtout vous montrer qu'il y a une grande différence entre le niveau familier et le niveau courant. Tu veux nous en donner ou je commence ? Vas-y. Alors, moi, c'est un que j'aime beaucoup. C'est au lieu de dire « fais attention en traversant la route », par exemple. Fais attention en traversant la route, ok. Je vais dire, on va dire, fais gaffe. Faire gaffe au lieu de faire attention. On le dit rarement finalement à l'oral, fais attention, si on le dit, bien sûr, mais... C'est vrai qu'on va souvent dire fais gaffe. En tout cas, nous. Ouais. Un autre ou j'y vais ? Vas-y. Ok. J'ai pensé au mot démodé. Démodé, ouais, c'est bien, c'est écrit... Mais non, à l'oral, on va dire « Oh, c'est ringard ». C'est ringard. C'est ringard, t'es d'accord ? Ah, j'adore, ringard. Ringard. Pareil, fatigué, par exemple. Est-ce qu'on dit vraiment « Je suis fatigué » ? Oui, on le dit, mais c'est trop... C'est presque un peu mou, c'est presque faible. Et bon, moi, honnêtement, je dis pas « Je suis fatigué », je vais dire « Je suis crevé »,« Je suis claqué », qui est plus familier. Je suis mort. Je suis mort aussi, ou je suis morte au féminin. Je suis claqué, je suis crevé, je suis mort. Et en fait, voilà, c'est ça qui fait la différence un peu quand on regarde des séries. C'est que c'est rare que les gens disent « je suis fatigué ». C'est trop neutre. Mais en fait, je trouve même que l'argot vient ajouter de l'intensité à ce qu'on exprime. Tu vois, comme tu dis, je suis fatiguée, c'est un peu neutre. Alors que je suis crevée, je suis morte, je suis épuisée. Ça vient ajouter de l'intensité et c'est cool, je trouve. Voilà. Et un autre verbe qu'on apprend trop, je pense, dans les livres, c'est le verbe rire. Est-ce qu'on dit je ris ? Ah oui, on le dit, c'est vrai. De toute façon, en français, c'est important de varier, toujours à l'oral. Mais on dit rigoler. Ou se marrer. Se marrer. Ouais. Oh, je me suis marré, ou je me marre bien, ou je rigole pour je ris. Voilà. Bon, là, je pense qu'on a fait une petite liste. Ouais, puis un essentiel, même si je sais que les étudiants peut-être le connaissent, mais travailler, bof. On va dire je bosse, je taffe. Je trouve que c'est pareil, c'est plus intensif. Comment faire, Violaine, alors, pour s'améliorer ? C'est quand même la grande question. Comment on peut faire pour s'améliorer en français parlé ? Parce que là, on a donné 4-5 mots de vocabulaire. C'est un tout petit début, mais il y en a évidemment des centaines. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, déjà, premier conseil, continuez d'écouter le podcast, de nous écouter, puisque on essaye d'en placer énormément. C'est quelque chose qu'on essaye de faire. On fait gaffe à ça, justement. Évidemment, l'autre conseil, c'est de consommer du contenu en français parlé, regarder des séries, regarder des vidéos YouTube. Je pense que ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est pas mal, mais de mettre les sous-titres, toujours. Et
essayer peut-être de se concentrer sur ces mots-là, sur la prononciation. Et puis avec les sous-titres, on peut voir les expressions familières, les mots en argot. Écoutez attentivement. C'est vrai que chacun a ses stratégies et je pense aussi que nos étudiants et les personnes qui nous écoutent ont leur propre stratégie, tu vois. Mais moi, par exemple, ce que je ferais, parce que je sais que la grande difficulté du français parlé, c'est notamment cet argot et ces expressions familières, c'est peut-être de prendre un petit cahier, prendre un petit carnet, et puis de noter à chaque fois ces phrases-là, les mots qui reviennent le plus souvent. Et puis c'est vrai que nous, Violaine, on le travaille avec nos étudiants. Je peux prendre l'exemple de Ben, qui nous écoute et qui vit à Seattle aux États-Unis. Et lui, qui a un niveau élevé, avancé, C1 environ, il veut travailler avec moi uniquement les expressions familières. Et donc on est concentré, on se concentre sur ça. Et voilà, chaque semaine, on travaille une dizaine d'expressions familières. Et petit à petit, comme ça, il progresse pas mal. Et oui, tu l'as dit, il faut peut-être réduire je sais pas, de regarder le JT, le journal télévisé de 20h ou de 13h, parce que là, il y a peu d'argot, il y a peu d'expressions familières, et à la place, écoutez, regardez des émissions de télé ou radio qui sont plus directes, qui sont plus cash, tu vois. C'est ça. Donc consommer un maximum de contenu en français parlé. Et, on a une reco pour ça. Une petite reco, évidemment. Pour bosser votre français parlé, nous, on a envie de vous recommander une série française qui est disponible sur Netflix et qui est parfaite pour ça. Ça s'appelle En place et c'est sorti en 2023, l'année dernière, il me semble. Il y a quasiment un an. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire ? Alors, résumé très rapide pour ne pas dévoiler la suite, en tout cas la fin de cette histoire. En fait, l'idée générale, l'histoire, c'est un jeune qui a un jeune, qui a quel âge, environ une trentaine d'années. Ouais, 35 ans, je pense. 35 ans, quelque chose comme ça. Et qui travaille dans la banlieue, à côté de Paris, en France. Et il travaille dans le social, on va dire. Je sais pas, je crois qu'il est éducateur. C'est ça. Et donc, il est plutôt loin de la politique. C'est un idéaliste, même humainement, j'ai ce souvenir-là. Et pour une raison que je ne vais pas dévoiler, il va se retrouver au second tour de l'élection présidentielle en France. Il va arriver au second tour de l'élection présidentielle. Sa particularité aussi, c'est qu'il est noir. Et donc la question qu'on se pose, c'est à la fin un peu de cette série, c'est est-ce que la France est prête à élire, à choisir comme président une personne noire. Voilà, nous on n'est pas aux États-Unis ici, on est en France et ça n'est jamais arrivé. Et donc alors c'est pas forcément pour cette raison qu'on vous la recommande, mais c'est pour même si dans le contexte actuel politique, c'est une série qui peut être très intéressante à regarder. Mais c'est surtout pour la langue. Ouais, c'est surtout pour la langue. C'est une série où il y a énormément d'argot, de vocabulaire familier, de verlan. Et aussi plein de références culturelles sur la France, sur notre pays, qui sont pas simples et pas faciles à voir et à comprendre. Tu sais que j'ai un étudiant qui a regardé cette série, qui a un bon niveau pourtant, et il a pas bien compris. En fait, il a compris l'idée générale, mais il est passé à côté, comme on dit, de plein de choses. Des subtilités. Voilà. Ouais, écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est quelque chose qui vous aidera à vous débloquer et à être plus à l'aise, plus tranquille. Et tout est disponible sur notre site internet, donc frenchwithpanache.com. On va mettre toutes les infos dans la description de cet épisode, parce que notre objectif, on vous le répète, on veut vraiment, ça nous tient à cœur, on veut vraiment que vous soyez plus à l'aise, plus tranquille, et puis que vous puissiez enfin débloquer un peu tout ça, quoi. Je sais que c'est un blocage pour plein de nos étudiants. C'est un énorme blocage, mais on est là pour vous aider. À la prochaine.